Nous sommes chez David et Nathalie à Saint-Armel dans le golfe du Morbihan. Depuis leur arrivée en 2016, ils ont créé un jardin de 1500 m² alliant l'ornemental et le nourricier, tout en se lançant dans des projets expérimentaux avec un espace méditerranéen et une forêt-jardin. Mais qu'est-ce que c'est une forêt-jardin ? On a 3 étages, donc un étage supérieur avec des arbres fruitiers, un étage moyen où on a des petits fruits, groseilles, cassis, etc. Et puis un étage inférieur avec des plantes basses. Et on s'aperçoit en fait que cette diversité profite pas qu'à nous, profite aussi à la biodiversité environnante. Quelle est la qualité de ton sol, David ? Un sol très ingrat. Déjà, c'est un sol qui est peu profond, donc ça, c'est pas un avantage. C'est un sol qui a été beaucoup modifié parce qu'il y a des constructions, donc il y a eu des remblais, ça a été beaucoup bougé. Il n'y a rien de dramatique avec les sols, c'est-à-dire qu'un sol, ça se fabrique en accélérant un petit peu les choses, en mettant beaucoup de matière organique. Afin d'améliorer la qualité de son sol, David l'enrichit en matière organique et ajoute des algues en petites doses, de la paille et de l'herbe de tonte et de fauchage riche en azote. Pratiques-tu le compostage ? Pour tout ce qui est cuisine, j'ai du compost que je fais dans un silo. On a aussi des toilettes sèches, donc je fais aussi du compost avec les toilettes sèches que j'utilise pour la haie périphérique. Je fais aussi du compost de surface puisque je paille. Et en fait, pailler, c'est aussi faire du compost de surface. Comment travailles-tu ton sol ? Je le travaille à la grelinette. J'essaye de le travailler le moins possible, mais il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, je ressens le besoin un petit peu de l'aérer, donc à l'aérer à la grelinette, sans perturber les horizons. Peut-être que c'est pas bien. David utilise le principe des cultures dérobées afin notamment d'optimiser sa surface disponible. Cette pratique consiste à intercaler une culture entre 2 cultures principales. Je peux aussi commencer à introduire une culture quand l'autre n'est pas encore fini. Par exemple, là cette année j'avais une culture de choux de printemps. J'ai commencé à mettre mes poivrons qui étaient petits et au fur et à mesure que j'ai coupé, que j'ai récolté mes choux, ça a fait de la place pour les poivrons et du coup maintenant ils ont pris la place. Quels sont tes secrets pour maintenir la plus grande biodiversité possible dans ton jardin ? C'est relativement simple, il suffit de créer plein de choses différentes. Le premier élément, c'est l'habitat. On crée une forêt-jardin, on crée presque un habitat à part entière qui va être complètement différent du potager, qui va être complètement différent d'une haie par exemple. David est également très attentif aux différents corridors naturels qu'il peut maintenir, que ce soit pour la circulation des insectes, mais également de la petite faune. J'ai été assez surpris de voir que finalement, les choses qu'on met en place d'une manière un peu théorique ou utopique, finalement, concrètement, ça fonctionne pas trop mal. Et j'ai été très surpris en fait de voir la variété de choses que je pouvais trouver en l'air, dans le sol, sur les branches, partout. Par exemple, les espèces de papillons, j'en ai repéré 15. David fait partie du comité biodiversité de sa commune qui écrit des articles dans le journal local sur comment agir à l'échelle individuelle sur le climat et la biodiversité. Et d'ailleurs, David, comment fais-tu face aux défis climatiques ? On est un peu démunis, quoi. On a beau arroser, ça suffit pas. On plante, on met de l'ombrage, mais ça suffit pas. On a des arbres qui commencent à mourir. On va avoir pas forcément moins de pluie, mais beaucoup plus de chaleur, donc beaucoup plus d'évaporation. Donc il va falloir lutter contre l'évaporation. Donc couvrir le sol, ça c'est le premier élément. Créer des espaces à différentes hauteurs, ça aussi c'est important. Des arbres vont pouvoir faire de l'ombre à des plantes plus basses. Et finalement, la concurrence au niveau de l'eau va être largement compensée par l'apport d'ombrage qui peut se faire. Comment gères-tu tes besoins en eau ? Alors l'eau, elle est rare, donc je récupère l'eau des toits l'hiver que je stocke. J'ai 8000 litres que je stocke dans des containers. Ces 8000 litres, je m'en sers à peu près une fois au printemps, que j'essaye de remplir normalement avant l'été. Ça me permet de mettre en place des techniques pour essayer d'être le plus économe possible. Donc le paillage, c'est un des fondamentaux.
Selon les cultures, David utilise soit le goutte-à-goutte en basse pression, soit l'arrosoir pour mesurer précisément la consommation en eau. Donc moi je me base sur entre 10 et 20 mm d'eau par arrosage. Et donc je sais que s'il y a 1 mètre carré, je vais mettre 2 arrosoirs. Voilà. Et comme ça me permet de bien mesurer la quantité d'eau. Je vais sélectionner quand même certaines espèces où je me dis ça c'est plus pour moi, c'est plus pour mon jardin en fait. Face à l'urgence climatique, David a fait le choix de privilégier son potager pour l'utilisation de l'eau. Pour son jardin ornemental, il a donc fait le choix d'une flore méditerranéenne, peu gourmande en eau. Oui, alors ça c'était une idée que j'ai eue au départ. Et donc je me suis renseigné sur les jardins secs, qui sont des jardins qui sont superbes, mais qui ont la propriété d'être très beaux au printemps, très moches en été, mais qui revivent à l'automne. Et comment gères-tu la flore spontanée ? Eh bien, je l'accueille, la fleur spontanée. Elle est la bienvenue. Et les mauvaises herbes ? Les mauvaises herbes, les parasites arrivent à me supporter relativement bien finalement. J'arrache à la main en fait, parce qu'il y en a tellement peu, je passe vraiment peu de temps en désherbage. Je m'aperçois aussi que plus je paille, plus j'enrichis mon sol, plus il est vivant, plus il est protégé, moins il y a de mauvaises herbes. Comment gères-tu les espaces enherbés ? Je m'interroge sur mon utilisation en fait. Donc j'ai besoin d'aller au portail, j'ai besoin d'avoir un petit espace pour prendre mon café sur la pelouse, j'ai besoin d'aller au potager, j'ai besoin de voir un bosquet parce que je trouve qu'il est beau. Donc je vais tondre en fonction de mon utilisation. Tout le reste, tout ce que je n'ai pas besoin, je le laisse aux autres, c'est-à-dire je le laisse aux animaux, je le laisse aux plantes. Quelle est ta technique pour lutter contre les ravageurs ? Les ravageurs me supportent très bien. Non, il faut partager. Les plus embêtants pour moi, c'est les noctuels pour les salades au printemps. Voilà, ils m'en mangent 50%. Et je plante 50% de plus. Voilà, puis c'est tout. Pour lutter contre les plus gourmands, David utilise un filet pour protéger ses fraises et couvre systématiquement ses semis pendant au moins une semaine. Depuis que tu as commencé le jardinage, est-ce que tes pratiques ont évolué ? C'est ça qui est bien, c'est que ça évolue tout le temps, on n'a jamais de certitude. Et on est toujours remis en question par la réalité des choses en fait, ce qu'on peut observer. On ne peut pas se mentir au jardin. Le jardin, c'est quand même un espace où il faut s'émerveiller.